Aujourd'hui, au 12e podcast Aura Talk, on a la chance de recevoir Maude de Nelly Marketing pour discuter du marketing d'influence. On va démystifier le marketing d'influence, puis on va aborder des sujets tabous, que ce soit les prix, aussi la perception des influenceurs aujourd'hui. On va également discuter de l'avenir du marketing d'influence. Une très belle discussion avec notre invité spécial. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue au podcast Aura Talk, présenté par Aura Social. On a la chance d'avoir Maude de Nelly Marketing avec nous aujourd'hui, notre invitée spéciale. Puis on a aussi Evie, que vous connaissez. Absolument. Maude, on commence. Présente-toi, présente-nous l'agence, présente-nous un petit peu ton parcours. Voilà, on commence comme ça. OK. Ben allô. Merci de m'inviter. J'étais vraiment excitée en plus de l'invitation. Oui. Mon parcours. Donc, j'ai commencé par Nelly. Dans le fond, Nelly, je l'ai fondée en 2019. Fait que vraiment la meilleure idée que j'ai eue avant la pandémie, mais on a traversé cette tempête. Donc, c'est vraiment une agence de contenu et marketing d'influence. Donc, on est vraiment sur tout ce qui est le contenu social de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. On a un apport beaucoup plus stratégique niveau comme parcours consommateur, de faire le lien avec tout ce qui est le média de performance dans ce qui est le marketing d'influence. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a bâti l'agence au début. Pour se tasser un peu de ce qui est juste le marketing d'influence relationnel. Donc, on l'imbrique vraiment dans une stratégie plus avec le volet création, le volet marketing de performance. En fait, la raison pourquoi moi, j'ai bâti cette agence-là avec mon ancienne partenaire qui s'appelle Lélia, qui est toujours en mode satellite, dans le fond, là, avec nous. J'ai un parcours vraiment avant de tout ce qui est relations publiques et production télévisée avancée. Okay. Fait que ça faisait comme un lien ensemble. Puis je travaillais dans une agence avant, une super belle agence dans le fond, mais le marketing d'influence est arrivé, moi, quand j'étais embarquée dans cette agence-là. Fait qu'on m'a dit comme... Hey, ça fait 2-3 semaines que le marketing d'influence est arrivé au Québec. Tentes-tu de bâtir un département? Puis oui. Donc, j'ai vraiment travaillé justement avec des collègues à faire ça et tout, mais j'avais des envies de refaire le monde, je pense, un peu comme n'importe quel entrepreneur, c'est ça. Qui trouve qu'à un moment donné, tu te regardes dans le miroir et tu es comme, hey, je pense que je suis pas une bonne employée. Ouais. On va aller faire les choses différemment. Donc, voilà. Puis c'est vraiment... Outre que ça, c'est de créer un climat sain, puis un climat, oui, qui est axé performance, mais plus de capitaliser justement sur les forces de chacune de la femme, parce que j'engage pour l'instant qu'il y a des femmes, là, parce que ça donne comme ça, mais voilà. Oui, mais pareil. On est juste des filles. Oui, juste des filles, mais ça donne de même. Oui, ben c'est ça. C'est ça qui est ça. Moi, j'avais déjà une question sur ce que tu as dit. Vas-y. Tu dis que quand tu es arrivée à ton ancienne agence, ça a comme commencé le marketing d'influence. C'était quoi l'élément déclencheur? Est-ce qu'il y avait un nouveau créateur? C'était quoi le début du marketing d'influence? C'est vraiment une bonne question. En fait, tu sais, je vais y aller plus théorique. Là, le marketing d'influence a vraiment commencé dans tout ce qui était avant, tu sais, acteurs, mannequins, mais c'était comme des Versace qui s'associaient à des Brad Pitt de ce monde et tout. Puis après ça, quand toute l'ère des célébrités est arrivée, là, un peu à la Kylie Jenner, là, on est embarqué là-dessus. Donc, c'est découlé un peu des influenceurs affluents sur le web dans des niches spécifiques. Donc, en 2016, c'était beaucoup plus, on voyait vraiment une Cynthia Duluth, par exemple, qui était en make-up. On avait un Hubert Cormier qui était plus dans tout ce qui est le créneau du food. Donc, on voyait qu'il commençait à avoir des médias plus à tangente numérique qui s'alignaient sur des créneaux spécifiques. C'est vraiment là-dessus qu'on les travaillait. Tu sais, les influenceurs qu'on voit là, de nos jours qui sont dans une niche lifestyle qu'on appelle, qui est un peu plus... qui n'est pas dirigé vers une seule chose, mais c'est quand même relativement nouveau. Là, ça fait 2-3 ans. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'a commencé, puis d'associer justement des annonceurs avec ce type d'influenceurs-là pour pouvoir faire en fait un genre de pont entre le traditionnel et le numérique. OK.
Ça répond-tu à ta Oui, question? absolument. Puis je pense aussi qu'il y a plusieurs créateurs qui ont débuté sur YouTube. Tu sais, là, on a le TikTok, Instagram, etc. Mais les YouTubers, il y a vraiment eu une era, là, Vraiment. YouTubers, qu'il y avait des événements qui étaient créés pour que les gens qui les suivent viennent les rencontrer. C'était vraiment, vraiment gros. Des meet-up. Oui, meet-up, des exactement. youtubeurs. Puis, tu sais, là, il n'y a plus ça. On s'est dirigé vers d'autres plateformes, mais je pense que ça a un peu débuté de là, après, justement, tout ce qui est acteur. Oui, Ouais. t'as totalement raison, c'est vrai. Tu sais, avant la pandémie, il y avait beaucoup ça, là, l'idée du meet-up puis du YouTube puis tout. Puis quand on est tombé en pleine pandémie, tu sais, tout ce qui est les festivals, tout ce qui est les rencontres, c'est mis de côté. YouTube est encore vraiment actif, je te dirais, sur la sphère qui est plus en jeu, donc divertissement, jeu, tout ce qui est conseils et tout, mais tu sais, aussi les podcasts, évidemment. Donc, il y a comme plus un duplicata qu'on retrouve maintenant sur YouTube. Tu sais, ce qui se passe sur Twitch, par exemple, on va le dupliquer sur YouTube pour aller chercher la monétisation et autres. Mais c'est vrai, tu sais, tout ce qui était... Les YouTubeurs sont allés sur Instagram, puis maintenant, dans la dernière année, il y a des nouveaux créateurs qui se forment sur TikTok de par l'émergence, justement, des nouvelles plateformes. Oui, exact, parce que tout l'aspect vlog est parti de YouTube, et maintenant, bon, TikTok, ça l'a pris la relève, là, mais moi j'en ai écouté. TikTok. Oui, moi aussi, mais j'écoutais vraiment quand j'étais jeune beaucoup de YouTube, de vlogs, vraiment. Puis tu sais, aujourd'hui, oui, j'en écoute encore, mais c'est plus des podcasts. Là. Ouais. Puis TikTok. Ouais, ça c'est sûr, c'est non négligeable. Quand tu as parti Nelly, quand vous commenciez à gérer le marketing d'influence en 2019 versus 5 ans plus tard, en 2024, c'est quoi la plus grande différence en tant qu'agence de marketing d'influence que vous observez, que vous voyez, soit dans la gestion des créateurs ou dans la perception des entreprises? Est-ce que ça a grandement évolué? On est à la même place? Ah, c'est toutes de bonnes questions que vous avez. Je dirais le type de client qu'on a. Donc, quand on a commencé, c'est sûr qu'on est plus comme... On était plus dans du B2C, qu'est-ce qui était plus beauté, alcool, toutes des choses qui sont vraiment faciles à faire maximiser avec le marketing d'influence. Je te dirais, dans les 2 dernières années, nous, on s'est aligné beaucoup sur le parapublic. Donc, on est une agence qui est très structurée au niveau des étapes et tout. On n'a pas nécessairement changé ces étapes-là parce que, dès le départ, je pense qu'il faut avoir des points de correction, des points de validation avec les clients. Mais le parapublic, donc tout ce qui est gouvernemental, Hydro-Québec, Desjardins, ils veulent comme tout l'essayer, ils veulent tout le faire. Puis, je pense, de par la structure justement qu'on a, ça fit avec eux, ça les rassure. Fait que vraiment, le type de client au sens aussi tout ce qui est recrutement, c'est vraiment un bon marketing de recrutement qu'on peut faire avec des influenceurs, tu sais, de différentes façons de les intégrer justement dans différentes entreprises. Voir par exemple qu'en aérospatial, c'est pas juste des astronautes. Tu peux faire du marketing, tu peux faire plein de choses. Fait vraiment, le type de client, je pense, et conséquemment l'ouverture qu'ils ont par rapport au marketing d'influence. Il y a 3 ans, 4 ans, on était beaucoup dans... en tant que client, je pense que l'influenceur sur mesure existe. Oui. Là, nous, on travaille vraiment beaucoup en sensibilisation puis en éducation, justement, avec ces clients-là. Mais, tu sais, d'emblée, les clients arrivent avec une grande ouverture. Je pense qu'ils voient à l'interne que le média change, la création change, les équipes changent. Tu sais, les clients sont un peu aussi plus jeunes à l'interne, tu sais, dans la trentaine. Fait qu'il y a une ouverture. Fait que c'est vraiment plus ça, tu sais, je pense que le 5 ans, on était beaucoup à... Les heures qu'on dépassait sur les projets, c'était en explication, c'était en éducation. Ouais. Maintenant, les heures, quand on les dépasse sur les projets, je te dirais que c'est en recherche et analyse d'influenceurs parce que il y en a plus, il y en a évidemment. On a des programmes qui sont axés sur ça pour vraiment analyser les audiences actives. Donc vraiment, tu sais, on les voit vraiment maintenant comme des placements publicitaires. Le 4-5 ans, c'était du relationnel, c'était de l'échange. Tu avais des tarifs en fonction de la relation. Maintenant, les tarifs sont basés en fonction de la performance, de la santé de l'audience et tout. Donc, c'est une belle évolution qui s'aligne plus du niveau publicitaire, je dirais. Oui. Intéressant. Puis, est-ce que tu penses que toutes les entreprises, tout type, tout domaine, peut avoir du marketing d'influence? Non. Non? Non, je pense pas. Je pense pas que le marketing d'influence est la réponse à tout. Je te dirais que c'est pas la réponse à tous les objectifs, c'est peut-être pas la réponse à tous les domaines. Oui.
Mais ceci dit, tout se fait. Ça dépend vraiment de l'ouverture du client, ça dépend de la gestion de ses attentes. Nous, on ne travaille pas du tout dans des objectifs de conversion. OK. Je trouve ça très difficile de promettre des ventes à un client, même si tout objectif de marketing est lié à des ventes intrinsèquement. Là, on le sait, tu fais une action, tu mets $1, tu veux que ça te ramène, mais le marketing d'influence arrive à un certain point que c'est dur de faire la traçabilité de où est-ce que le consommateur est parti dans ton écosystème. Donc, il faut être juste comme très réaliste par rapport à ça. Il y a des domaines qui sont un peu plus particuliers. Je te dirais le pharmaceutique. C'est un peu difficile au sens où on peut pas rien dire en publicité de pharmaceutique. Là. Je sais pas si vous en avez déjà travaillé, mais comme parle-en à ton médecin. Ouais. On n'ira pas vraiment loin. Tu sais, payer un influenceur, c'est cher, c'est beaucoup d'étapes pour dire parle-en à ton médecin. Puis, tout ce qui est d'ordre déontologique, les dentistes, les produits pour les dents, les choses comme ça, c'est un peu plus difficile. L'automobile est quand même assez cool à faire, mais il y a énormément de compétition. Souvent, c'est comme des exclusivités de faut pas que l'influenceur ait travaillé comme depuis 5 ans avec une autre auto. Mais il a travaillé depuis 5 ans avec une autre auto parce que fut un temps où le marché automobile le fait comme OK, on fait du marketing d'influence. Fait que c'est ça. La réponse plate, mais honnête, c'est que c'est non. Puis des fois, moi, j'ai des clients qui m'appellent puis ils font comme est-ce que ça se fait, ça? Puis tu sais, j'aime mieux les diriger vers peut-être du marketing payant où est-ce que c'est plus facile de contrôler, de cibler. Un client qui voudrait y aller très, très, très local, par exemple, tu sais, avec moi, dans mon programme d'analyse, je peux pas te garantir que l'influenceur touche Repentigny ou touche le Saguenay. Là. On a un système d'analyse que Montréal s'arrête à Repentigny, justement, puis le reste, c'est Québec. Fait que si on veut y aller sur des marchés locaux, allons-y en médias, ça va être plus facile. Oui, absolument. Puis, c'est quoi ta vision par rapport entre les macros, les micros, les nanos aujourd'hui? Évidemment, ça a changé là, avec le temps. En 2024, 2025, c'est quoi les prévisions des tendances au niveau des performances? Qu'est-ce qui va être le plus avantageux pour les entreprises? En fait, nous, comment qu'on aime le voir, c'est on les a plus catégorisés, je te dirais, dans des types de profils versus la portée. Parce que ça revient un peu à ce que je disais, on a un programme d'analyse et puis il en existe plein, là, des programmes d'analyse. Nous, on travaille avec Hype Auditor qui analyse vraiment les audiences actives des influenceurs. Donc, notre critère numéro 1 est que l'audience soit performante et en santé et que les intérêts, dans le fond, de cette audience-là soient les intérêts du client. Fait que pour nous, d'avoir un micro, macro, nano, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au client, OK, on a une enveloppe, par exemple, de 50 000, voici l'argent qui est destiné aux honoraires, voici l'argent qui est destiné aux influenceurs, puis on va tenter de maximiser, dans le fond, l'enveloppe qui est destinée aux influenceurs. Après ça, c'est sûr que si on y va dans une offensive, par exemple, d'envoi de colis, qu'on aime toujours coller à des offensives paid, les micros ont beaucoup plus tendance à accepter, dans le fond, de parler de ta marque sans nécessairement d'avoir une rémunération en échange. Puis après ça, ben au Québec, c'est très différent là, parce que les macros, c'est relativement toutes les personnes qui sortent d'occupation double. Fait que nous, on les a catégorisés dans le type de profil influenceur. Après ça, on a un type de profil qui est créateur de contenu. Donc, comme tu disais, tous ceux qui sortent de YouTube, qui vont avoir une niche vraiment plus précise, qui vont être en mesure de développer une recette, par exemple, de créer un look d'été en make-up. Qui ont travaillé pour leur brand aussi, dans un sens que... Sans rien enlever à tous les candidats d'OD, c'est de dire, ben les créateurs, ça fait depuis 2008 de 10 qui sont sur YouTube, ben ils ont roulé leur boss, là. Puis pas juste ça, tu sais, par exemple, Cynthia Dulude, elle a fait des études dans ce domaine-là qui fait en sorte que elle a peut-être une certaine crédibilité supplémentaire ou des outils plus, pas performants, mais tu sais, plus crédibles, justement, d'avoir... un background différent de juste sortir d'une télé-réalité ou, tu sais, pas juste Occupation Double, mais je pense à des cuisiniers qui sortent des chefs ou des choses comme ça qui ont étudié dans leur domaine ou qui font ça de leur vie, mais ils décident de le mettre sur les plateformes puis d'inspirer des gens à faire soit comme eux ou de reproduire leur contenu, là. Oui, puis souvent, ces personnes-là, tu sais, ils vont avoir créé des livres, par exemple, puis ils vont faire un peu un dérivé de leur expertise. Puis la troisième catégorie, c'est personnalité publique.
publique. Ouais. Maintenant, personnalité publique, il y en a qui font de la radio, qui font de la télé, qui sont comédiens, qui veulent quand même flirter un peu avec le marketing d'influence. Puis, en fait, on attribue vraiment des objectifs à chacune de ces catégories-là. Tu sais, toutes les OD de ce monde, Île de l'amour et tout, c'est super pertinent de travailler avec eux quand tu veux lancer un produit à diffusion massive ou ce que c'est peut-être un produit adapté pour monsieur, madame, tout le monde, puis t'es pas dans une reproduction élaborée de quoi que ce soit. Puis, tu sais, il y en a qui travaillent vraiment bien. Là. Ils ont des agences qui les accompagnent et tout, mais moi, dans mon top 5 d'influenceurs, il y en a au moins 2-3 là-dedans que c'est du monde post-OD qui ont fait leurs preuves, qui ont bien avancé, qui sont professionnels, qui comprennent un peu la game, qui sont là pour tout faire, tu sais. Mais la ligne est mince entre personnalité publique et influenceurs qui sont allés dans des shows télé. Ouais, t'as raison. Ben, influenceurs, on les met plus, mettons, tu sais, une Alicia Moffett, par exemple, qui a gagné comme une grande Alanis Desilets, tu sais, qui a vraiment fait, qui ont fait leurs preuves, qui ont ils ont un certain charisme qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu oublies qu'ils ont fait Occupation Double parce que c'est juste leur personnalité, puis ils décident de montrer que ce soit leur quotidien ou leur passe-temps. Tu sais, je pense à Alanis qui s'est trouvé une passion pour le sport, le triathlon. L'entrepreneuriat. Tu sais, là, tu oublies complètement. Tu arrives sur sa plateforme puis tu te dis pas, ben, tu sais, elle a fait Occupation Double. Elle a fait ses preuves autrement. Puis elle a fini par avoir une niche, finalement. Exact, puis tu t'attaches à eux, tu sais, c'est des personnalités attachantes, justement. Versus peut-être la subtilité avec la personnalité publique, on est peut-être plus dans un animateur de radio, par exemple, 35 ans et plus, que les gens, à un certain moment, les suivent peut-être par curiosité versus inspiration. Puis je dis pas ça de façon péjorative, là, au sens où tu suis pas Véronique Cloutier pour la même raison que tu vas suivre, mettons, une Alanis. Fait que c'est un petit peu ça, les subtilités dans lesquelles on opère pour vraiment proposer le meilleur pour le client. Mais ça se peut que dans un casting pour le client, il y ait ces différents types, justement, d'influenceurs-là. Mais nos attentes en matière de KPI seront pas les mêmes. Personnalité publique versus créateur de contenu. Puis, le rôle de l'agence dans tout ça, qu'est-ce qui apporte cette valeur ajoutée-là de travailler avec une agence? Parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui ne savent pas nécessairement, de un, le fonctionnement. Qu'est-ce que ça apporte de travailler avec nous, finalement? Une sécurité d'esprit. Non, mais en fait, nous, notre plus-value dans l'équation, c'est vraiment tout ce qui est la portion stratégique. De penser la structure de la campagne, de penser, tu sais, oui, au message clé, au call to action, mais où est-ce qu'ils vont être placés dans les différentes phases. Nous, on aime beaucoup travailler avec peut-être moins d'influenceurs, mais les activer sur plus de phases pour vraiment suivre le parcours consommateur. Donc, notoriété, intérêt, considération, travailler là-dedans. Ensuite, je dirais tout ce qui est la recherche de ces profils-là parce que souvent, les clients, puis c'est tellement normal parce que l'humain fait ça. Tu sais, on va y aller par coup de cœur. On va y aller parce que, elle est attachante, c'est beau le contenu qu'elle fait, comment qu'elle présente son bébé, c'est donc bien cool. Mais nous, notre devoir, c'est d'analyser encore une fois l'audience. Tu sais, moi, je stick beaucoup là-dessus parce que c'est la métrique de performance de ta campagne. Tu sais, un influenceur A versus influenceur B. Donc, tout ça, les recommandations, mais aussi le côté légal. On a des contrats, mon Dieu, qui sont 12 pages. Mais chacune des clauses a sa raison d'être. Là. Chacune des clauses a été rédigée et ajoutée parce qu'il s'est passé quelque chose. Après ça, je dirais, nous, on travaille de deux façons. Donc, soit quand les contrats sont signés, on passe la balle aux clients. Des fois, quand ils ont une équipe à l'interne, on peut les aider, les accompagner à internaliser ça ou on fait de A à Z. On recommande toujours une première fois de faire de A à Z parce que c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. En marketing d'influence, c'est sûr, c'est des humains, c'est pas des chiffres dans un fichier Excel. C'est sûr que tu as un papier, un moment donné, du médecin qui n'est pas dans tes courriels ou que tu as une excuse à cause d'un retard, c'est ça, sur ça. Fait que nous, on est là pour un peu recadrer tout ça, puis alléger. Puis, tu vois, j'ai quelques clients qui l'ont fait de A à Z avec nous, puis qu'après ça, ils l'ont pas fait. Puis, ils n'ont pas été en mesure d'assurer les suivis avec les influenceurs. Puis, tu sais, ils ont payé des sommes qui n'ont pas été rendues en termes de contenu. Donc, nous, on est là, dans le fond, pour contrôler le tout puis s'assurer que ça suit la lignée stratégique. Après ça, tous les modèles se font. Ça dépend vraiment, est-ce qu'on est à la recherche de temps ou d'argent, tu sais, dans notre campagne. Oui, absolument. Absolument. Tu sais, tantôt, on parlait justement de par niche, les créateurs. Est-ce que, tu sais, on est dans une ère où l'authenticité est vraiment mis de l'avant? Est-ce que la ligne est mince? Est-ce qu'on prône
seulement l'honnêteté, l'authenticité? Mais je pense qu'on peut plus faire ça. Là. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais je trouve que le mot authenticité a tellement été galvaudé que, tu sais, oui, c'est encore important. Puis oui, c'est ça qu'on veut parce que un influenceur, c'est soit un expert ou l'extension de ta meilleure amie. Tu sais, ta meilleure amie, tu l'aimes parce qu'elle est vraie, puis elle dit les vraies choses, puis elle te donne des bons conseils, mais est-ce que ça doit être ça encore le critère numéro 1? Je sais pas parce que j'ai l'impression que l'authenticité est élastique un peu, là. On la prend puis on la colle à notre dos quand ça nous arrange, tu sais. Fait que c'est quoi ta question? En fait, t'as super bien répondu. C'était ça. T'as super bien. Fait que, tu sais, oui, c'est un critère. Nous, c'est l'essence même. C'est comme de dire, on va faire une stratégie du storytelling. Tu sais, le storytelling doit être dans ta stratégie. C'est ça le but du marketing social, c'est de raconter des histoires. Fait que de s'associer avec un influenceur qui est pas authentique, qui est pas véridique, ce qui dit qui va te recommander un produit puis tu vas le voir venir à 1000 à l'heure, que c'est comme #pub, sponsor, je les ai même pas essayés, puis ma peau breakout finalement 3 semaines après, tu sais. Il y a une dissonance, mais les gens le voient venir maintenant. Ouais. Les générations plus jeunes le voient venir. Les milléniaux sont habitués à ça. Puis... d'où l'importance d'avoir une stratégie puis de choisir les bons influenceurs pour le bon produit ou le bon service. Puis que, justement, quand tu le vois arriver dans ton actualité, que ce soit organique puis que ce soit pas forcé ou tu te dis elle boit pas d'alcool puis là elle a de l'alcool. C'est ça. Exactement. On est là pour ça justement, d'avoir une stratégie derrière ça puis que ça fit avec l'influenceur ou le créateur de contenu. 100%. Ouais. Puis maintenant, je voulais aborder un sujet qui peut être délicat, mais c'est la perception des clients, des entreprises envers les influenceurs. Parce que nous, en tant qu'agence, c'est quelque chose qu'on pousse à nos clients, qu'on veut faire, qu'on adore faire, on y croit beaucoup. Mais c'est pas généralisé comme façon de penser. Ouais. Donc, de un, pourquoi on est encore là? Et de deux, qu'est-ce qu'on peut faire à part de l'éducation, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas nécessairement les convaincre, parce que tout le monde a son opinion, mais comment on fait pour réaligner des façons de penser ou faire évoluer ça, finalement? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de les comprendre, parce qu'ils ont raison de penser ça. Il y a eu beaucoup de fautes qui se sont passées dans le milieu. Il y a beaucoup d'influenceurs qui, malheureusement, ont un manque de professionnalisme. Donc, c'est normal pour les clients de penser ça, mais ça, c'est un peu comme tout, là, tu sais. Je veux dire, une esthéticienne peut aussi faire une erreur sur ta peau puis pas appliquer la bonne cire par erreur et omission, puis, tu sais, tout se peut, là. Donc, je pense que le but avec des clients, c'est de se dire que nous, on est là justement pour réaligner le bateau puis pour recommander en ce sens. Il en existe beaucoup, des influenceurs, là. Peu importe le créneau qu'on choisit, il en existe beaucoup. Puis il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Il y en a qui sont professionnels, il y en a qui sont pas professionnels. Donc, je pense que la tendance change aussi parce que maintenant, les influenceurs sont de plus en plus représentés par des agents. Fait que c'est sûr qu'il y a une tierce partie dans l'équation qui fait que l'influenceur doit des rendus quand même à plusieurs personnes là, autour de la table. Mais sinon, c'est vraiment de... Nous, quand on présente des influenceurs, on en présente toujours un multiple de 3. Fait que c'est sûr que le client a quand même une marge au niveau des choix. Après ça, il va aller stalker sur son Instagram, sur son TikTok. Il va dire « Elle, je l'aime, elle, je l'aime pas ». Donc, on les place en ordre. Mais c'est de rassurer un peu que on vous présente plusieurs choix selon ce qu'on juge qui est des choix éclairés. Mais on a aussi des contrats pour se sortir. Tu sais, s'il arrive quelque chose ou il y a un propos qui a été offensant ou finalement, il y en a une qui déménage plus loin, puis là, c'est plus en cohérence du tout avec le message de marque. T'sais, on peut se sortir quand même, là, on signe pas avec notre sang non plus. Ouais. On peut se sortir des contrats puis tout, fait que... Absolument. C'est ça. Mais c'est un peu comme dans tout, tu sais, tu fais un placement média, puis finalement, c'était pas du tout la bonne cible. On se reprend l'autre campagne, on apprend de ça, on se compare à la première campagne, mais faut que le client soit vraiment conscient et confortable au fait que ça se peut qu'il y ait des scandales qui sortent. Ça se peut que ça go south, ça se peut que ça marche pas en toute la campagne. C'est rare, tu sais, je veux dire, ça nous est rarement arrivé, mais ça se peut qu'il y ait un influenceur qui comprenne pas du tout le script. Et on saute sur un appel avec lui, on s'assure et tout, mais
comme je disais plus tôt, c'est pas des chiffres là, dans un fichier Excel, c'est des humains. Fait que c'est sûr que plus qu'il y a d'humains, plus qu'il y a d'émotions, plus qu'il y a d'idées différentes, plus qu'il y a de créativité, tu sais, ça peut être autant comme super beau que faire comme « tabarouette, ça n'a pas marché, ça. Absolument. Puis est-ce que tu vois une différence entre un créateur qui est indépendant puis un créateur qui est représenté par une agence, que ce soit dans les stats, dans la relation, puis dans le professionnalisme? Oui. Je pense que je vais préférer un influenceur qui est avec un agent. OK. C'est sûr qu'on a une économie là, quand tu n'as pas un agent qui se prend une cote, mais la cote est justifiée parce qu'elle est en lien avec son travail. Lui, il va s'assurer que c'est à temps, il va s'assurer que le contrat il est signé, que c'est relu. Les meilleurs d'entre eux font une relecture du script ou du contenu avant de te le remettre. Les performances, ça ne change rien, dans le fond, parce que ça ne change rien. Je pense que ça change peut-être au sens où l'influenceur qui est représenté avec un agent peut prendre plus de volume parce qu'il y a quand même un genre de 30-35% qui part, toute la gestion de projet. Lui, il peut vraiment se concentrer sur la créativité. Puis aussi, des fois, l'agent va chercher lui-même des contrats pour le créateur. Oui, 100%. Niveau professionnalisme, il y a des agents qui sont professionnels, il y en a d'autres que moins. Comme les influenceurs sont professionnels, d'autres que non, mais... Oui, je l'ai dit souvent, je pense que je vais pas prioriser parce que, je veux dire, l'influenceur, si son audience est en santé, est performante, puis tout, là, j'ai l'impression de me répéter tout le temps quand je dis ça, mais on va pas le prioriser parce qu'il y a un agent ou non, mais les lignes de communication avec mon équipe et les agents sont plus faciles. OK. Ouais. C'est intéressant. Puis, on parle de résultats maintenant. On en a parlé un petit peu, un peu plus tôt, mais on le sait avec les médias traditionnels, c'est difficile d'évaluer les résultats. Oui. Est-ce que, tu sais, en tant que client là, qui se pose la question, voyons, comment je peux évaluer mon retour sur investissement? Qu'est-ce qu'on dit aux clients dans ces situations-là? Comment on peut les rassurer de dire, ben oui, c'est un bon coup? Oui, c'est une bonne question. Nous, on a des rapports de performance qui sont quand même assez exhaustifs. OK. Ce qu'on fait, c'est que dès le départ de la campagne, on va communiquer les KPIs, donc les métriques de mesure, un peu comme les mêmes métriques que le média de performance. Fait que vraiment, les coûts par action, le coût par engagement, le coût par vue, le coût par 1000. Et on a un beau fichier Excel avec plein de lignes et plein de plateformes qui fait qu'on se compare au créneau précis. Donc, si on est en food, on va faire, par exemple, food and retails. Si c'est un produit de consommation, justement, en épicerie versus, tu sais, toutes les cookies de ce monde ou les restaurants. Fait qu'on a vraiment différentes modalités. Je vais prendre food pour l'exercice. Puis, on a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a Twitch. On a ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe. Puis, Pinterest, peut-être? Non? Moins? YouTube? Non, on n'a pas Pinterest. YouTube, c'est ça. YouTube, OK. Ouais. Chez maman. Oui, c'est ça, il y en a. T'as l'air à bien aimer YouTube. Ben, je sais pas. C'est par hasard, je pensais pas parler de YouTube aujourd'hui, mais ça m'est venu, là. Non, je te niaise. Puis après ça, on monte toutes ces métriques-là. Puis, on y va avec une balisation d'impression, d'engagement et tout ça selon le type de portée. Fait que c'est vraiment des calculs à plusieurs valeurs, là. Donc, vraiment, les influenceurs, qu'on va chercher selon le nombre de portées, selon les moyennes de l'industrie d'engagement, soit en stories, soit en TikTok, soit si c'est ça, fois justement le CPA. Puis ça nous donne un peu les valeurs qu'on peut attribuer à ça. Fait qu'on calcule ça vraiment comme du placement publicitaire qu'on ferait sur Instagram ou qu'on ferait sur Facebook. Non pas dans un objectif de comparaison à dire comme hey, c'est vraiment meilleur que si tu avais mis des sous comme dans Meta, mais dans un objectif de comparaison pour être dans le même langage, en fait. Après ça, avant, on le faisait de l'autre côté, de dire c'est quoi ton retour sur investissement ou ton équivalent média, mais des fois, c'est étant donné qu'on retourne un peu tout ça, tu sais, les clients qui ont souvent un budget marketing d'influence, un budget média, ben on les perd un peu là, dans l'explication, puis ça fait vraiment du sens. Puis après ça, on va aller évaluer tout ce qui est... autre que ça, par exemple, le taux de rétention dans les stories, ça, c'est mon chiffre préféré, là. C'est entre la première stories puis la dernière stories, qui est resté attentif. Puis ça montre vraiment si t'es allé cibler la bonne cible. C'est genre le meilleur indicatif. Là. Quand t'es en famille, tu peux avoir genre du 98% qui sont restés attentifs. T'étais comme là. Puis des fois, quand t'es dans des programmes, tu sais, on en a fait un moment donné pour des programmes... avec le ministère de la Justice pour les parents séparés. Puis on était quand même à 83%, qui est un petit peu en dessous de la métrique, mais ça reste que on est quand même allé au bon endroit, tu sais.
Puis après ça, tu as tout le qualitatif de la chose. Fait que c'est quoi la qualité des commentaires, la valeur des commentaires, la rétroaction, les conversations qu'ils ont eues en DM, par exemple, des choses comme ça. Fait on essaie de tout analyser, puis on a des constats de... C'est bien pour tous ces chiffres-là, mais comment qu'on les fait parler? Fait que, en relation avec la campagne précédente, en relation avec les benchmarks de l'industrie, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a eu moins? Pourquoi on a eu plus? Pourquoi le contenu a surperformé? Fait que je dirais à un client, tu sais, c'est beaucoup de dollars qu'on met en marketing d'influence, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est calculé de façon vraiment minutieuse pour justement justifier ces dollars-là. Après ça, tu as tout. Il faut être conscient que tu as tout le côté de notoriété puis tout le capital de sympathie qui est difficile à calculer. Il faudrait que ça soit une autre agence là, qui calcule puis qui fasse des sondages dans les rues. Là, je ne sais pas comment ils font ça, mais pour voir comment tu trouvais cette campagne-là. On ne va pas sonder les consommateurs, c'est sûr, mais c'est quand même... Ça a vraiment évolué, là, cette partie-là. Là, on n'est plus à dire, du moins j'espère là, que les agences ne le font pas comme ça, à dire je pense que c'était telle impression ou il y a 50 000 de portée, ben c'est 50 000 personnes qui nous ont vus. Là, fait il y a quand même un calcul très précis, puis nous, on le fait de façon très sévère. Fait que j'aime mieux comme ne pas promettre de résultats puis montrer quelque chose qui est plus réaliste. Puis à la limite, ben, on en a plus qui nous ont vus. Ben oui, absolument. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, les utilisateurs, mettons, je parle juste pour moi, de voir un de mes créateurs préférés parler d'un produit, souvent, je vais être portée à soit l'essayer, soit en parler. Fait que ça, ce chiffre-là, il n'est pas calculable, il n'est pas quantifiable, mais... je pense qu'il est important parce que le nombre de choses qu'on voit sur les plateformes, surtout sur TikTok, on en parle entre nous. T'as-tu essayé ça? On a tous le même gloss. On a tous essayé tel restaurant à cause que quelqu'un en a parlé. Mais ça, justement, le client n'aura pas cette statistique-là. Il faut comme lui dire, pas lui promettre, mais lui dire que, tu sais, ton produit, on va en parler. Ton service, on va en parler, tu sais. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis accro à TikTok, là, c'est pas une nouveauté, mais il a fallu que je me mette un défi depuis... je dis le 1er janvier, mais mon amie l'autre fois m'a dit tu mens, tu sais, c'est le 7 janvier. Mais depuis le 7 janvier, j'ai pas acheté de cosmétiques. Parce que TikTok, pour moi, c'était une machine là, à achat. Mais moi, je suis pas liée à aucune de leurs statistiques. Tu sais, je le vois, puis je me rends en pharmacie. Puis en plus, c'est quelque chose qui est vendu aux États-Unis. Fait que il y a ça aussi, la notion de traçabilité en marketing d'influence. Tu peux pas le faire. Puis même si j'ai converti à son lien, puis même si son lien m'a amené sur le site web, j'ai peut-être pas acheté sur le site web, mais 2, je suis peut-être en navigation privée, puis on me perd dans l'équation. Fait qu'il y a tout le poids à l'extérieur. Là, c'est sûr que je suis plus une bonne consommatrice parce que j'achète plus. Là, j'ai eu une rechute depuis, mais tu sais, il y a quand même quelque chose à l'extérieur de la sphère qui se passe qui est pas quantifiable. Oui. Puis... une question hyper taboue, surtout au Québec, parce qu'aux États-Unis, on en parle un peu plus, c'est un peu plus standardisé. Le coût de travailler avec les influenceurs, finalement, étant donné justement qu'on n'a pas d'association quelconque ou comment on dit ça? De charte ou peu importe, il n'y a pas de réglementation par rapport à ça. C'est très nouveau, très récent. On se fie à quoi? Oui, c'est ça. On se fie à quoi? Ouais. On se fie à plein de choses. Il n'y a pas de science derrière le prix du marketing d'influence. Chacun fait un peu son prix. Donc, les influenceurs arrivent beaucoup avec leur kit média, dire voici combien ça me coûte pour faire un Reels, par exemple, 3 stories. Nous, on prend ça comme indicateur parce que à la fin de la journée, l'objectif dans une négociation courriel, c'est que les deux parties soient contentes. Tu sais, jamais je vais dire à mon équipe, OK, mais là, tu sais, signe-le en négociation, là, on veut avoir le meilleur prix. Tu sais, il ne voudra pas travailler avec nous, ça ne sera pas le fun pour rien. Ceci dit, je ramène à mes KPIs, on les calcule comme ça. Fait qu'on va vraiment aller calculer ses impressions, son engagement, c'est quoi les KPIs de notre créneau, puis voici le maximum auquel on est prêt à aller, parce que autrement, je vais me retrouver en rapport, puis tu sais, je vais devoir comme patiner à mon client pour dire que oui, t'en valais la peine. Fait que nous, on le calcule comme ça, on l'établit encore avec les chiffres de l'industrie, puis la plupart du temps, ça fait du sens. Je vous cacherai pas qu'en courriel, on se parle un peu tout seul, là, à dire j'atteins pas mon CPE. Tu sais, il faut quand même avoir un certain langage, mais... Qui est coût par engagement. Qui est coût par engagement, désolée. pour tout le monde. Oui, c'est ça, qui est un coût par engagement, donc puis un coût par 1000, puis tout ça, mais
Tu sais, ou de l'autre côté de l'écran, ils s'en foutent, là, ils sont comme, non, c'est 2000$, c'est 2000$. Fait qu'il y a ce rationnel-là. Après ça, ben ça dépend, tu sais, de l'audience, ça dépend de l'engagement, ça dépend de la notoriété, ça dépend, excuse-moi, de la nature de ce que tu demandes. Tu sais, il faut vraiment être conscient que une vidéo, c'est long à produire. Tu sais, je pense que tout le monde peut être conscient que c'est plus long à produire qu'une photo, tu sais, parce que tu as la conception, tu as le montage et tout, mais est-ce que tu demandes à cet influenceur-là de se déplacer? Est-ce que il doit se mobiliser justement à des endroits? Est-ce que finalement, il faut qu'il porte un chandail mauve parce que c'est une couleur de la marque? Tu sais, toutes les demandes en addition rentrent en ligne de compte. Deux choses qui font vraiment monter le prix, c'est l'exclusivité. Donc, est-ce que ton influenceur qui travaille, par exemple, avec un brand de cosmétiques, tu bloques 2 semaines avant, 2 semaines après, ou tu tiens vraiment fermement à bloquer 2 mois avant, 2 mois après? Tu sais, ça se paye, ça. Puis tout ensuite, qu'est-ce qui est l'utilisation de ce contenu-là? Est-ce qu'on va mettre des sous derrière? Est-ce qu'on va l'utiliser de notre côté? Fait que la réponse, combien ça coûte? Tu sais, je te dirais que, mettons, sur une portée de 50 000 abonnés, un Reels, 3 Stories, on peut se placer entre un 1200 à 3200, tu sais. Ça dépend tellement de cette personne-là. Tu sais, les personnalités publiques aussi, eux, ce qu'ils font, avec leur raison, dans le fond, c'est que souvent, ils vont avoir un prix minimal auquel ils adhèrent. Ils disent, gars, moi, je prends peu de partenariats, c'est vraiment rare que j'en fais. Je suis ouverte à prendre le tien parce que je crois en la cause. Souvent, on va travailler avec eux dans des campagnes sociales. Oui. Je vais dire, ben moi, c'est 7000, puis je vais pas en bas de ça. Mais pour 7000, on travaille ensemble, là, tu sais, je fais ce que tu veux. Je peux venir donner une conférence, on peut prendre du contenu ensemble, on peut faire des ambassadeurs. Oui, c'est ça. À ce prix-là. Fait que ça dépend vraiment des prix. Tu sais, je pense que pour ceux qui le font de leur côté, c'est de pas se gêner, à demander le kit média, mais de pas se gêner à le challenger, tu sais, à le demander. Tu sais, des fois, les personnes, ils vont croire en ta cause. Quand c'est des causes sociales, quand c'est des entreprises locales, quand c'est des petits entrepreneurs, tu sais, sont là aussi pour faire monter, pour t'aider dans tout ça, tu sais, quand ils y croient. Donc, il y a vraiment des façons de travailler ensemble. Tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est pas un produit que tu achètes sur la tablette d'épicerie puis que tu vas aller à la caisse puis tu te dis, moi, je pense que finalement, c'est 3,22, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une conversation qu'on peut avoir avec eux. Oui, absolument. Oui. Là, le temps file, mais moi, je voulais poser une question un peu plus, pas personnelle, mais si tu avais à nous nommer une campagne que tu as fait ou ton équipe a fait que tu es le plus fière, ça serait quoi? Rapidement comme ça. Je suis contente de toutes les campagnes. Oui, c'est sûr. Mais tu sais que tu as dit, wow, le fit était parfait, les résultats, tu n'es pas obligé de nommer des noms, mais tu sais, un type de campagne que tu préfères faire. Ah, mon Dieu, c'est difficile. OK, un type de campagne que j'aime faire, j'aime beaucoup tout ce qui est sensibilisation. Je dors mieux la nuit. Puis 2, je pense que je suis tellement tout le temps charmée par la volonté des influenceurs à travailler avec nous puis à coopérer puis à baisser leur prix puis à avoir leur idée. Là, je trouve ça vraiment chouette. Je pense une campagne qu'on a faite, que les résultats ont été beaux, mais tout a été le fun, c'est on a travaillé avec Télé-Québec cet hiver pour annoncer la programmation de Ciné-Cadeau. Puis on a loué un espace à Saint-Lambert, peu importe, puis on a décoré chacun des coins à l'effigie des thèmes. Genre, il y avait un coin qui était les Schtroumpfs, il y avait un coin qui était Astérix Obélix. Là, on faisait goûter la potion magique aux enfants. Puis, en tout cas, il y avait plein d'affaires. On avait fait des activités. Puis, les influenceurs sont venus de façon non rémunérée. Tu sais, juste, on les invitait avec leurs enfants. Puis, je pense que c'est une des premières fois qu'on faisait un en mode événement, puis de ne pas le faire paid. Puis, honnêtement, les influenceurs ont tellement apprécié puis tellement eu des beaux mots, puis ça se sent, tu sais, dans le contenu qu'on a eu. Sinon, je peux pas mettre de côté toutes les causes en sensibilisation qu'on fait, tu sais. On a aidé la Fondation Dr Julien à faire la guignolée cette année. Puis les personnes qui ont travaillé avec nous ont été vraiment, vraiment très, très généreuses. Puis actuellement, fait que je peux pas dire que c'est encore ma préférée parce qu'elle est en cours, mais on fait une campagne pro bono, dans le fond, pour une maison la maison Anjou. Fait que c'est vraiment une maison qui aide pour les femmes et les enfants de victimes d'agression. Puis on est en train de solliciter comme une liste d'influenceurs pour en parler de façon gratuite. Mais on les avait sondés en amont déjà. T'sais, on est allé cogner aux portes, au courriel de tous les agents. Le nombre de réponses qu'on a eues de personnes qui voulaient... Puis, tu sais, des noms là, qu'on ne pourrait même pas croire. Là. Il y a eu beaucoup d'OD. Il y a eu énormément d'occupation double, de dire moi, je veux en parler de n'importe quelle façon, je veux m'impliquer et tout. Fait que je dirais
moi, c'est pas tellement en termes de performance que j'aime les campagnes, c'est plus... J'ai vraiment une émotion quand je reçois le contenu puis le script des influenceurs, puis voir à quel point ils sont motivés puis sont impliqués, puis t'es là sur des appels puis sont pleins d'idées, puis sont enclins à travailler avec toi, sont enclins à changer les directives parce que tu leur dis que hey, ça dérangeait finalement mon client, il changerait juste un petit peu d'idée. Hey, pas de problème, on est là pour travailler ensemble. Fait que je dirais c'est tout le côté humain qui m'a attirée vers le marketing d'influence et que j'aime encore beaucoup. Puis ça se voit dans les campagnes pour ça se voit quelqu'un qui l'a fait pour l'argent ou qui l'a fait pour la valeur associée. Là. Après ça, je comprends qu'en beauté, t'as pas vraiment un sentiment par rapport à ton produit, mais de voir l'implication puis qu'ils veulent donner. Ben, félicitations, c'est des belles campagnes. Ben, merci. Puis, on va finir sur cette question-là, mais le futur du marketing d'influence. Donc, selon toi, en 2030, c'est quoi tes prévisions pour les prochaines années du marketing d'influence? Moi, je suis pas bonne dans cette question-là, vraiment pas. Là, puis comme, en tant qu'experte, j'essaie déjà de me situer, mais la tangente va de plus en plus vers toute la réglementation publicitaire. Je pense que c'est plus normal. T'sais, récemment, ce qu'on a vu, c'est l'ajout des licences, des utilisations. Fait que je pense que ça va s'aligner vers de quoi de plus publicitaire. Peut-être une tangente un peu plus sur un saut sur ce qui était plus traditionnel. Donc, on en voit de plus en plus des influenceurs qui sont des animateurs radio, qui font des talk shows justement pour les enfants, pas les enfants, mais les adolescents, les choses de ce type-là. Fait que je dirais qu'il soit vraiment considéré comme un axe publicitaire puis qu'il soit imbriqué dans la sphère 360 du marketing. Je pense que la tangente est plus, peut-être pas en 2030, peut-être plus en 2026, mais je pense qu'on s'aligne vraiment plus vers la crédibilité du marketing d'influence. Cool, excellent. Bon, on se revoit en 2026 pour faire le point. Exact, on se le souhaite. Oui, c'est ça, le souhait, oui. Ben, merci beaucoup, Maude. C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Merci. Puis, on te souhaite le meilleur des succès avec Nelly Marketing, tes nouveaux bureaux. Oui, merci. Pareillement pour vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.